Je me suis réveillé en sursaut, le goût métallique du sang imprégnant encore ma langue, comme si la lame qui m'avait égorgé n'avait pas encore été retirée de ma chair. Mon corps gisait là, inerte sur le siège conducteur de mon taxi, mais mon esprit hurlait, j'étais mort, traîné dans les eaux noires de la Seine par les mains de ceux que j'appelais famille. Et pourtant, l'air froid de Paris s'engouffrait par la vitre baissée, et mon cœur battait à nouveau, furieux, dans la poitrine d'un homme qui n'avait pas encore franchi le seuil de l'enfer. Les phares d'une voiture lointaine balayèrent l'allée sombre où je garais mon vieux Peugeot, et je compris, ce n'était pas un rêve, pas une hallucination d'agonisant. J'étais revenu. 32 ans, chauffeur de taxi usé par les nuits blanches et les dettes, juste avant que tout bascule. Avant qu'elle, ma femme, Élise, ne murmure ces mots doux empoisonnés à l'oreille de mon frère, avant que le couteau ne danse dans l'ombre du pont des Arts. Je serrai le volant, les jointures blanchies, et un rire amer monta de ma gorge. La vengeance n'était plus un fantasme de moribond, elle était là, palpable, comme le bitume humide sous mes roues. Paris, ma ville maudite, allait trembler sous mes pas. Et cette fois, ce serait moi qui tiendrais la lame. Les rues de Paris s'étiraient comme des veines sombres sous la peau de la nuit, et je roulais au ralenti le long du boulevard Saint-Germain, les yeux rivés sur le rétroviseur comme si le fantôme de mon cadavre allait surgir à tout moment. Il était 2 heures du matin, l'heure où les amants se séparent et les criminels rentrent chez eux chargés de leur butin. Mon taxi, ce cercueil roulant que j'avais hérité de mon père, sentait encore le tabac froid et les regrets. Mais ce soir-là, tout était différent. J'étais différent. Je me rappelais chaque détail de ma mort avec une clarté obscène, comme si le temps s'était plié pour me les graver dans le crâne. C'était il y a 6 mois ou non, dans 6 mois, maintenant que j'avais reouvert le cadran de ma vie. Élise et moi, on avait lutté pendant des années contre l'infertilité, un combat silencieux qui rongeait notre mariage comme un acide lent. Elle, professeure de littérature à la Sorbonne, avec ses cheveux châtains cascadant comme une chute d'eau automnale et ses yeux verts qui promettaient des bibliothèques entières de passion. Moi, Antoine Duval, simple taxi, le type qui connaissait Paris mieux que quiconque mais qui ne pouvait pas payer les factures sans emprunter à son frère aîné, Lucien. Lucien. Mon sang, mon bourreau. Avocat flamboyant dans le 8e arrondissement, avec ses costumes sur mesure et son sourire de requin. Il nous avait aidés, bien sûr. Des prêts discrets, des conseils murmurés lors de dîners familiaux où le vin coulait comme des larmes. Mais derrière les toasts, il y avait les regards volés entre lui et Élise, ces silences complices qui me nouaient l'estomac. J'avais faim l'aveugle, parce que l'amour est un idiot consentant. Jusqu'à ce que je découvre le secret, notre enfant, celui qu'Élise portait enfin après des années de pilules et de prières, n'était pas de moi. L'ADN ne ment pas, et le rapport que j'avais volé du labo m'avait transpercé plus sûrement qu'un poignard. La trahison avait éclaté comme une bombe artisanale lors d'une soirée pluvieuse au Pont des Arts. J'avais confronté Lucien dans son bureau, les poings serrés sur les résultats froissés. « C'est mon frère, putain. Mon sang dans ton ventre ?» Élise avait pleuré, supplié, mais Lucien avait ri. Un rire froid, calculateur, comme s'il avait répété la scène dans sa tête. « Tu n'as rien, Antoine. Rien d'autre que ton taxi et tes dettes. Laisse-nous tranquilles, ou je te ruine. » Et il m'avait ruiné. Pas avec des mots, non. Avec une embuscade, 2 voyous payés pour me tabasser, un couteau qui glisse dans l'ombre, et mon corps jeté dans la Seine comme un sac poubelle. Élise avait même murmuré une prière factice en me voyant flotter, les yeux vitreux, avant de se lever dans les bras de Lucien. Mais la mort n'avait pas été la fin. Au contraire. Dans les abysses froids du fleuve, alors que l'eau emplissait mes poumons, une lumière blanche m'avait enveloppé au pas un tunnel, non, une explosion de clarté qui rewindait les bobines de ma vie. Et me voilà, de retour, le 8 décembre 2025, garé près du café de Flore, le moteur ronronnant comme un chat prêt à bondir. J'avais 3 mois pour inverser le cours des choses. 3 mois pour les faire saigner. Je mis le contact, et le taxi s'ébranla vers le nord, vers le marais où Élise corrigeait ses copies tardives. Non, pas encore. Pas ce soir. La vengeance est un vin qui se bonifie avec le temps, il fallait la laisser mijoter. Au lieu de cela, je bifurquai vers la Seine, ralentissant près du Pont des Arts. Les cadenas d'amour y scintillaient sous les réverbères, ironiques reliques d'un Paris romantique. Je garai la voiture, sortis, et m'appuyai à la rambarde, fixant les eaux noires qui m'avaient avalé. Salope, murmurai-je au vent. Frère de merde. Les mots étaient un serment, gravé dans l'acier de ma volonté. De retour au volant,
une sonnerie stridente brisa le silence, mon téléphone, cet artefact maudit qui m'avait ennuyé. C'était un client, une voix féminine éraillée par l'alcool. Taxi? Pont-Neuf, vite. J'ai besoin d'un fantôme pour me ramener chez moi. Ironie du sort. Je répondis d'une voix rauque, masquant le tremblement de rage. En arrivant, je vis une silhouette titubante, une femme d'une quarantaine d'années, robe rouge froissée, cheveux en désordre. Elle monta à l'arrière, et nos yeux se croisèrent dans le rétroviseur. Conduisez-moi à Montmartre, dit-elle. Et pas de bavardage. Je hochai la tête, démarrant en douceur. Mais alors que nous passions sous les arches du pont, elle se pencha en avant, son souffle chaud contre mon épaule. Vous me rappelez quelqu'un, murmura-t-elle. Un homme que j'ai tué, il y a longtemps. Mon cœur s'emballa. Était-ce un signe? Une coïncidence parisienne, ces hasards qui tissent les drames? Racontez-moi, dis-je, la voix neutre, mais l'adrénaline coulant dans mes veines comme du poison. Elle rit, un son brisé. C'était mon amant. Il m'avait trahi avec ma sœur. Je l'ai poussé du pont, une nuit comme celle-ci. L'eau l'a gardé pour elle. Ces mots étaient un miroir déformant de ma propre histoire. Je serrai le volant plus fort, imaginant Élise et Lucien dans les abysses. Et vous regrettez, demandai-je, incapable de me taire. Regretter? Non. C'était justice. Elle se recula, allumant une cigarette malgré l'interdiction. La fumée emplit l'habitacle, âcre comme mes souvenirs. Nous arrivâmes à Montmartre en silence, et elle paya généreusement, glissant un billet avec un clin d'œil. Prenez soin de votre double, chauffeur. Paris adore les miroirs cassés. Le reste de la nuit fut un tourbillon de courses anodines, un couple d'Américains hilares vers l'opéra, un homme d'affaires somnole vers les Champs-Élysées. Mais mon esprit bouillonnait. À l'aube, alors que le soleil peignait la tour Eiffel en rose pâle, je rentrai chez moi au notre appartement exigu dans le 11e, avec ses livres empilés et ses rideaux fanés. Élise dormait encore, enroulée dans les draps que nous avions partagés. Je m'assis au bord du lit, la regardant respirer, paisible. Si innocente. Si menteuse. Je fouillais ses affaires en silence, comme un voleur dans sa propre maison. Dans le tiroir de sa table de nuit, je trouvais la lettre, une missive pliée, datée d'il y a 2 semaines. Non, dans 2 semaines, dans cette timeline. Mon amour, Lucien, le test est positif. Notre secret est vivant. Antoine soupçonne, mais il est faible. Viens ce soir, au pont. Le papier crissait sous mes doigts, et une nausée familière me submergea. Mais cette fois, au lieu de la douleur, une étincelle de triomphe. Je remis tout en place, exact à l'identique, et sortis sur le balcon, allumant une cigarette volée à la femme de la nuit. Paris s'éveillait en bas, les boulangeries exhalant leur parfum de croissants chauds, les passants se hâtant vers le métro. Une vie normale, une toile vierge. Mais moi, j'étais le pinceau empoisonné. Le premier pas de ma vengeance serait subtil, infiltrer le monde de Lucien, son cabinet d'avocat où il défendait les riches contre les pauvres, tissant ses toiles d'intrigue. J'avais toujours su qu'il blanchissait de l'argent pour des oligarques russes, un secret que j'avais ignoré par loyauté fraternelle. Plus maintenant. Je pris une douche froide, effaçant les traces de la nuit, et enfilai mon uniforme de chauffeur, chemise blanche amidonnée, pantalon noir, casquette vissée sur le crâne. En descendant, Élise s'étira dans la chambre, appelant d'une voix ensommeillée, « Antoine ? Tu pars déjà ?» Je revins, poser un baiser sur son front à un baiser de Judas. Une longue journée, ma chérie. Sois prudente. Elle sourit, ignorant que ses jours étaient comptés. La matinée passa en course routinière, l'aéroport pour un vol matinal, le Louvre pour des touristes japonais. Mais à midi, je bifurquai vers le 8e, garai le taxi près de la place de l'Étoile et entrai dans un café en face du cabinet de Lucien. De là, j'observai, mon frère, sortant pour un déjeuner huppé, au bras d'une assistante trop jeune. Il riait, ce rire qui m'avait hanté dans l'eau noire. Je sortis mon téléphone, pris une photo discrète. Preuve numéro 1. L'après-midi apporta la première fissure dans leur armure. Une course vers la Sorbonne, Élise elle-même, montant à l'arrière avec une pile de livres. « Bonjour, Antoine, dit-elle, surprise. Quelle coïncidence. » Son parfum, jasmin et trahison, emplit la voiture. Nous parlâmes de tout et de rien, le temps froid, les grèves imminentes, mais je sondais, subtilement. « Lucien va bien ?
Il m'a dit que vous dîniez ensemble bientôt. Son visage se figea une fraction de seconde, puis le masque revint. Oui, des affaires familiales. Rien d'important. Je hochai la tête, souriant dans le rétroviseur. Les familles, hein? Toujours des secrets. Elle rit nerveusement, et je sentis le fil se tendre. En la déposant, je glissai, fais attention au pont des Arts ce soir. Il y a des ombres là-bas. Elle pâlit, mais je partis avant qu'elle ne réagisse. La nuit tomba comme un linceul, et je repris ma veille. Cette fois, ce fut un passager inattendu, un homme d'une trentaine d'années, costume impeccable, qui monta au pied de la tour Eiffel. Direction, pont des Arts, dit-il, et mon sang se glaça. Il s'assit à l'avant, et nos regards se croisèrent. Mon Dieu! Il me ressemblait. Cheveux sombres, yeux azèles, même cicatrice sur la mâchoire d'un accident d'enfance. Un double. Vous êtes. Qui, balbutiai-je. Il sourit, un sourire qui n'était pas le mien. Appelez-moi Marc. Et vous, Antoine? J'ai entendu parler de vous. De votre taxi. Et de votre fin tragique. Mon cœur s'arrêta. Était-ce un piège? Un allié du destin? La course se poursuivit en silence tendu, jusqu'au pont. Il paya, descendit, et se tourna, la vengeance commence par un reflet, Antoine. Utilisez-le. Puis il s'évanouit dans l'ombre. Je restai figé, le moteur tournant au ralenti. Qui était cet homme? Un fantôme de ma vie alternative? Un avertissement? Paris, avec ses miroirs tordus, me riait au nez. Mais je souris en retour. Le jeu était lancé. Et cette nuit, pour la première fois depuis ma renaissance, je dormis d'un sommeil sans rêve, le volant comme oreiller, attendant le prochain passager ou peut-être moi-même. Les jours suivants furent un ballet macabre de normalité feinte et de préparation souterraine, où Paris jouait le rôle du décor complice, ses avenues élégantes masquant les ruelles puantes de mes intentions. Je continuais mes courses de taxi, ramassant des âmes égarées qui ignoraient que leur chauffeur transportait plus qu'elles, un arsenal invisible de rancune aiguisée. Chaque feu rouge était une pause pour ruminer, chaque klaxon un rappel que le temps pressait. J'avais 2 mois et demi avant la confrontation fatale, assez pour tisser une toile aussi serrée que celle de Lucien. Le double Marc, comme il s'était nommé, hanta mes pensées comme un refrain obsédant. Était-il réel, ou un produit de ma psyché fracturée par la mort? Je fouillais les recoins de ma mémoire, dans ma vie précédente, aucun Marc n'avait croisé mon chemin. Pourtant, son visage, ce reflet trop parfait, me poussait à agir. Le lendemain de sa apparition, je pris une décision controversée, la première d'une série qui me hantrait, je contactai un vieil ami du milieu, un hacker nommé Raoul, que j'avais connu lors d'une affaire de dette mineure. J'ai besoin d'infos sur un type qui me ressemble, dis-je au téléphone, la voix étouffée par le bruit de la circulation. Raoul rit. Encore un complot, Antoine? Pour 500 €, je creuse. Il creusa, et ce qu'il déterra me fit frissonner. Marc Lefebvre, 35 ans, employé de banque discret dans le 16e, sans casier, mais avec des connexions obscures, des virements vers des comptes offshore, les mêmes que ceux que Lucien blanchissait pour ses clients russes. Un pion dans l'échiquier de mon frère? Ou un allié providentiel? Je décidai de le traquer. Une course hasardeuse me mena à sa banque, je l'attendis à la sortie, feignant une pause cigarette. Marc, appelai-je en m'approchant. Il se figea, puis sourit ce sourire jumeau. Antoine. Le destin est un farceur. Nous parlâmes dans mon taxi, garé dans une ruelle derrière l'avenue Foch. Il avoua tout, il n'était pas mon double par hasard. J'ai vu votre mort dans un rêve, il y a des mois. Comme si nos vies étaient cousues ensemble. Lucien m'a approché pour un prêt fictif, de l'argent sale pour financer. Quelque chose de personnel. Quelque chose de personnel. L'enfant. La trahison. Marc n'était pas complice, mais piégé, forcé de fermer les yeux sur les flux illicites. Aidez-moi à le faire tomber, dis-je, la voix basse. Et je vous libère. Il hésita, puis hocha la tête. Alliance scellée dans l'ombre d'un pari indifférent. Avec Marc comme informateur, les secrets de Lucien se déversèrent comme un fleuve en crue. Mon frère n'était pas qu'un traître familial, il était un serpent à 1000 têtes. Son cabinet servait de façade pour un réseau de corruption, pot de vin à des juges, extorsion sur des entrepreneurs immigrés, et au centre,
un fonds secret financé par l'oligarchie moscovite. Élise, innocente? Non. Elle savait. Ses dîners d'affaires avec Lucien n'étaient que des euphémismes pour des rendez-vous où elle apportait des documents volés de la Sorbonne ou des thèses sur l'économie souterraine, utiles pour masquer les flux. Pire, l'enfant qu'elle portait était l'alibi parfait pour hériter de tout, une fois moi disparu dans la Seine. La rage bouillonnait, mais je la canalisais en actions précises, controversées. Première, un faux témoignage anonyme à la police, via Raoul. J'accusais Lucien d'harcèlement sur un client mécontent en moi, sous un pseudonyme. Une perquisition mineure s'ensuivit, assez pour semer le doute dans son cabinet. Il m'appela ce soir-là, furieux, « Antoine, qu'est-ce que c'est que ces conneries? La police chez moi. » Je feignis l'innocence, « Je sais pas, frangin. Peut-être tes ennemis? » Son rire forcé masqua la peur. Bon. Deuxième décision, plus sombre, approcher Élise d'une façon qui frôlait le sadisme psychologique. Lors d'un dîner familial que j'orchestrerais au prétexte « célébrer sa grossesse naissante », je glissais des allusions subtiles. « Tu sais, j'ai rêvé que tu me tuais, Élise. » Avec un couteau, près du pont. Elle blêmit, le vin tremblant dans son verre. Lucien changea de sujet, mais le poison était planté. Cette nuit-là, dans notre lit, elle se colla à moi, suppliante, « Tu vas bien, Antoine ?» Ses rêves. Je la serrai, murmurant, « Juste des ombres, ma love. » Mais les ombres ont des dents. Paris, entre-temps, conspirait avec moi. Une grève des transports paralysa la ville, forçant les riches à héler des taxis comme le mien. Je ramassai des ragots dorés, un juge influent jurant contre Lucien, une maîtresse délaissée jurant vengeance. Tout alimentait mon plan. Mais le twist vint d'un passager improbable, une vieille dame, aristocrate déchue, montant près de l'Arc de Triomphe. À Versailles, dit-elle, et pendant le trajet, elle parla. Votre frère, Lucien Duval. Il a ruiné ma famille il y a 10 ans. Un procès truqué pour un terrain. Ses yeux, voilés par l'âge, brillaient de haine. Si vous cherchez justice, cherchez dans les archives de Saint-Germain-des-Prés, le notaire Moreau sait tout. Je la déposai aux grilles du château, le cœur gonflé d'un espoir noir. Le lendemain, je m'y rendis, déguisé en livreur. Moreau, un homme chauve et fuyant, me reçut dans un bureau poussiéreux. Duval? Oui, j'ai ces dossiers. Pour 2000 € empruntés à Raoul, il me livra un dossier scellé, preuve de fraudes immobilières, dont une liée à notre enfance. Lucien avait volé l'héritage de notre père, un modeste appartement, pour financer ses études. Moi, l'idiot cadet, je n'avais rien vu. La trahison remontait à des racines plus profondes que je n'imaginais. Ce soir-là, seul dans le taxi, je pleurais pour la première fois depuis ma renaissance. Pas de pitié pour moi, non pour l'homme que j'avais été, aveugle et loyal. La vengeance prenait une teinte plus large, non seulement pour ma mort, mais pour une vie volée. Je contactai Marc, on accélère. Rendez-vous au pont demain minuit. La tension montait, palpable comme l'humidité d'un orage d'été. Élise, sentant le vent tourner, devint distante, ses câlins forcés. Lucien m'invita à y discuter au café de ses bureaux. Je m'y rendis, feignant la fatigue. « Qu'est-ce qui te ronge, frangin ?» demanda-t-il, son verre de cognac à la main. Je souris, « Rien que tu ne puisses réparer. Prête-moi 10 000 €. Pour le bébé. » Ses yeux s'étrécirent. Toujours à quémander. D'accord, mais c'est la dernière fois. Le piège se refermait. La nuit au pont fut électrique. Marc m'attendait, un dossier sous le bras, copie des virements russes, signé par Lucien. Utilisez-les bien, dit-il. Nous nous séparâmes comme des ombres jumelles, et je rentrai, le plan final se cristallisant. Mais alors que je garais le taxi, un appel, Élise, en larmes. Antoine, Lucien. Il veut qu'on te parle. Ce soir. Au pont des Arts. Mon pouls s'emballa. Ils avançaient leur coup? Où flairait-il le piège? Je roulais vers le destin, les phares trouant la nuit comme des yeux accusateurs. Paris murmurait des promesses de sang. Et moi, j'étais prêt à les tenir. Le pont des Arts s'étalait sous un ciel plombé, ses cadenas rouillés comme des chaînes brisées d'un amour fané, et je m'y engageai à pied, laissant le taxi ronronner au bord de la berge. L'air était chargé d'une humidité lourde, préfigurant la tempête qui gronderait bientôt, et chaque pas résonnait comme un glas dans ma poitrine ressuscitée.
ils étaient là, tous les deux, Élise, silhouette frêle enveloppée dans un manteau de laine grise, les mains protectrices sur son ventre encore plat, Lucien, ombre imposante en trench-coat noir, cigarette aux lèvres, son regard de prédateur balayant les ténèbres. Ils ne m'avaient pas vu approcher, ils murmuraient, leur tête rapprochée dans une intimité qui me révulsa jusqu'aux tripes. Antoine arrive, murmura Lucien, et Élise se raidit, ses yeux verts s'écarquillant dans la lueur des réverbères. Je sortis des ombres comme un spectre, les mains dans les poches pour masquer leur tremblement. Vous m'avez demandé, dis-je, la voix calme, presque amusée. C'était un jeu d'acteur magistral, intérieurement, la fureur bouillonnait, prête à déborder. Lucien s'avança, son sourire carnassier en place. Frangin, on doit parler. Élise et moi. On pense que tu vas trop loin avec tes soupçons. Élise hocha la tête, larmes aux yeux vrais, peut-être, ou juste du théâtre. Antoine, s'il te plaît. Pour le bébé. On peut tout arranger. Arranger. Comme on arrange un cadavre dans la Seine. Je ris, un son sec qui ricocha sur l'eau noire en contrebas. Arranger? Comme vous avez arrangé ma mort, la dernière fois. Le silence tomba comme une guillotine. Leurs visages se décomposèrent, Élise porta une main à sa bouche, Lucien plissa les yeux, feignant l'incompréhension. De quoi tu parles, putain, grogna-t-il, jetant sa cigarette dans le vide. Je sortis le dossier de marque de ma poche intérieure, le brandissant comme un talisman. Ça. Vos virements russes. Vos fraudes. Et l'héritage de papa que tu m'as volé, Lucien. Oh, et ce petit détail, je sais pour l'enfant. Ton enfant. Élise s'effondra contre la rambarde, un sanglot étouffé lui échappant. Comment? Lucien, lui, passa à l'attaque, bondissant vers moi d'un mouvement fluide, sa main se refermant sur mon col. Espèce de raté. Tu fouines dans mes affaires? Je vais te briser. Son haleine empestait le cognac, et je sentis la lame non, son poing en s'abattre. Mais cette fois, j'étais prêt. J'esquivai, le repoussant d'un coup d'épaule qui le fit trébucher contre les cadenas. Pas ce soir, frère. Ce soir, c'est moi qui frappe. La bagarre éclata, brutale et désordonnée, sous les yeux horrifiés d'Élise. Lucien était plus fort, entraîné par des années de gym et de rage refoulée, mais j'avais l'avantage de la mort, aucune peur, seulement une soif insatiable. Je le plaquai au sol, mes genoux sur sa poitrine, et sortis le couteau au pas le sien, le mien, un petit outil de poche aiguisé la veille. Tu te souviens de ça, sifflai-je, la pointe effleurant sa jugulaire. C'est comme ça que tu m'as eu. Lent, intime. Il haleta, les yeux écarquillés de terreur pure. Antoine. Arrête. On est frères. Frère. Le mot me fit voir rouge. Frère? Tu as baisé ma femme. Volé ma vie. Me jeter comme une merde. Élise hurla, non. Laisse-le, et se rua sur moi, griffant mon dos. La distraction fut fatale, Lucien roula, me déséquilibra, et nous luttâmes au bord du vide, les jambes pendant dans le vide, l'eau léchant nos semelles comme une langue affamée. C'est alors que le twist frappa, plus violent qu'un coup de poignard, des sirènes hurlèrent au loin, bleues et rouges déchirant la nuit. La police mon appel anonyme via Raoul, timed à la perfection. Lucien se figea, panique dans les yeux. Tu as appelé les flics? Je souris à travers le sang qui coulait de ma lèvre fendue. Justice, frangin. Pas vengeance. Pas encore. Il me frappa une dernière fois, un crochet qui m'envoya valser contre la rambarde, et ils fuirent, Élise traînée par le bras, disparaissant dans les ruelles adjacentes. Je restai là, pantelant, le dossier éparpillé au vent, mais les copies numériques déjà envoyées à un procureur incorruptible que Raoul avait identifié. Les flics arrivèrent, menotèrent un Lucien essoufflé 2 rues plus loin, Marc avait tipping off un collègue. Élise fut arrêtée pour complicité, hurlant mon nom comme une malédiction. Les jours suivants furent un tourbillon judiciaire, Paris bruissant de scandales. Le cabinet de Lucien s'effondra sous les perquisitions, millions blanchis, juges impliqués, même un lien avec un assassinat politique. Mon frère chanta comme un oiseau, impliquant tout le réseau pour alléger sa peine. Élise avorta sous le stress, l'ironie cruelle et fut incarcérée pour fraude, son poste à la Sorbonne rayé comme un faux semblant. Mais la vengeance n'était pas complète. Une nuit, seul dans l'appartement vidé de ses livres, je reçus un appel de Marc. Antoine, il y a plus. Lucien.
Il a un jumeau. Pas toi. Lui. Un frère illégitime, caché. Le monde bascula. Lucien n'était pas mon seul bourreau, il y en avait un autre, tapi dans l'ombre. Et ce double-là, le vrai, marchait déjà vers moi. Je raccrochais, fixant la scène depuis la fenêtre. La tempête avait éclaté, la pluie fouettant les vitres comme des larmes de rage. Paris riait encore, mais cette fois, j'étais le maître du jeu. Ou du moins, je le croyais. La révélation de Marc propagea des fissures dans ma réalité ressuscitée, transformant la vengeance en un labyrinthe de reflets déformés où chaque ombre pouvait être un ennemi ou un écho de moi-même. Paris, avec ses façades haussmanniennes impeccables, cachait désormais pour moi des abysses de duplicité. Qui était Lucien, vraiment? Un frère traître, ou le pion d'un marionnettiste plus sinistre? Je passais les semaines suivantes à creuser, le taxi devenant mon bureau itinérant, ses banquettes imprégnées de café froid et de paranoïa grandissante. D'abord, les faits, selon les archives que Raoul exhuma à un mélange de registres paroissiaux et de dossiers médicaux scellés, Lucien avait un jumeau fraternel, né prématuré et perdu lors d'un accouchement compliqué en 1985. Notre mère, morte en couche, avait emporté le secret dans la tombe, mais notre père, ivrogne repentant, avait confié à un notaire une lettre, le garçon vit. Protégez-le de Lucien. Le jumeau, prénommé Étienne, avait été élevé en province, à Lyon, sous un nom d'emprunt. Mais Étienne n'était plus, il s'appelait désormais Victor, un nom russifié, et opérait comme consultant en sécurité ou pour les oligarques que Lucien servait. Le double parfait, même carrure, même sourire froid, mais des yeux d'acier trempés par des années de clandestinité. Pourquoi me ressembler? Le destin, ou une malédiction familiale? Marc confirma, Victor avait approché Lucien des années plus tôt, se présentant comme un cousin éloigné ou pour infiltrer le réseau. Ensemble, ils avaient ourdi le plan contre moi au non par jalousie fraternelle seule, mais pour un but plus grand, effacer les traces d'un héritage contesté. Notre père avait légué non seulement l'appartement, mais un document prouvant que l'argent de sa retraite provenait d'un vol pendant la guerre d'Algérie, un scandale qui ruinerait la famille Duval si exposée. Lucien voulait le brûler, Victor, le monétiser via ses contacts russes. La décision controversée qui suivit me coûta une nuit blanche, contacter Victor directement. Via un burner phone fourni par Raoul, j'envoyai un message crypté, je sais pour Étienne. Rencontrons-nous. Le sang appelle le sang. La réponse fut prompte, Pont des Arts, minuit. Viens seul. Ironie mordante, le Pont, théâtre de mémoire et renaissance, devenait un hôtel récurrent. J'y allais armé au nom d'un couteau, mais d'un enregistreur dissimulé et d'une seringue de sédatifs volée à une pharmacie complice. La nuit était claire, la lune se reflétant dans la scène comme un œil accusateur. Il émergea de l'ombre, et mon souffle se coupa, il était moi, en plus dur, cicatrice supplémentaire barrant son visage, un tatouage cyrillique sur le cou. Antoine, dit-il d'une voix rauque, accent parisien teinté de slavisme. Le revenant. Lucien m'a parlé de tes rêves. Nous marchâmes le long de la rambarde, feignant une conversation de frères perdus. Il avoua tout, avec une franchise glaçante, Lucien est faible. Il t'a tué par peur, pas par haine. L'héritage. Il nous lie tous. Mais toi, tu es l'obstacle. Ressuscité ou non, tu dois disparaître. Ces mots étaient un poison lent, et je sentis le piège se refermer au des pas derrière nous, des ombres se matérialisant, deux gorilles russes, engagés pour l'occasion. La lutte fut féroce, un balai mortel sur le pont glissant. Victor me plaqua contre les cadenas, son souffle chaud, finissons ça, double. Je l'injectai au bras, le sédatif agissant vite, il s'effondra, groggy. Les gorilles chargèrent, mais Raoul, mon ange gardien inattendu au surgit d'une camionnette, spray au poivre en main. Monte, cria-t-il. Nous fûmes 4 à fuir, moi, Raoul, et les enregistrements qui scellaient le sort de Victor. Le lendemain, les autorités fédérales, alertées par des fuites anonymes, arrêtèrent Victor à son hôtel près des Champs-Élysées. Extradé vers la Russie pour crimes financiers, il disparut dans les geôles de Moscou, son empire s'effondrant comme un château de cartes. Lucien, en cellule provisoire, implora une visite. Antoine, c'est Étienne qui tirait les ficelles. Pas moi. Pardonne-moi. Je le regardais à travers la vitre, son visage vieilli de 10 ans en une semaine. Pardon? La famille, c'est ça? Je lui tendis une photo de notre mère, arrachée des archives. Elle t'a protégé. Moi, je te livre. Élise,
quant à elle, craqua lors d'un parloir. Grossesse terminée, rêve brisé, elle supplia, tuer Lucien. C'était pour nous libérer. Il nous étouffait, avec ses dettes, ses mensonges. Libérer. Le mot me fit rire. Tu m'as libéré dans la Seine, Élise. Profite de ta cage. Elle hurla comme une banshee quand je partis, jurant une malédiction qui résonna dans les couloirs de Fresnes. Mais la victoire avait un goût amer. Paris, ma ville, me semblait vidée, les rues familières portaient les stigmates de mes batailles, un bleu au visage d'une rixe, un regard fuyant dans le métro. Marc, mon allié spectral, disparut après l'arrestation, laissant un mot, les doubles se brisent. Vis pour toi, maintenant. Raoul, payé grassement, promit silence éternel. Une nuit, alors que la tempête d'hiver s'apaisait enfin, je garai le taxi près du Louvre, fixant la pyramide scintillante. La vengeance était accomplie, Lucien pourrirait en prison pour fraude et meurtre, Victor, exilé dans l'oubli, Élise, ombre d'elle-même. Pourtant, un vide béant persistait. Étais-je redevenu l'homme d'avant, ou un monstre forgé par la mort? Le dernier passager de cet air monta, une jeune femme, yeux rougis par les larmes. À la Seine, dit-elle. Pendant le trajet, elle parla d'un amour perdu, d'une trahison qui l'avait poussé au bord du suicide. Ne sautez pas, murmurai-je, stoppant la voiture. La vengeance n'est pas la fin. C'est le début. Elle pleura, puis sourit faiblement. Pour la première fois, je sentis une étincelle de rédemption. Mais le twist final guettait, tapi dans l'ombre du pont. L'aube se levait sur Paris comme une hémorragie lente, teignant la Seine d'un rouge pâle qui évoquait trop bien le sang versé au le mien, celui des miens, et peut-être celui d'un futur que je n'avais pas encore effacé. Les journaux titraient en majuscules grasses, scandale Duval, frères jumeaux au cœur d'un réseau corrompu, avec ma photo floue en chauffeur anonyme, source débroussailleuse de l'affaire. La ville bruissait de commérages, des cafés du Marais au plateau télé du 20e arrondissement, mais moi, Antoine Duval, j'étais un fantôme parmi les vivants, intouchable, hanté, libre enfin. Les semaines post-arrestation furent un purgatoire de formalités. Témoignage au palais de justice, où les juges aux perruques poudrées me scrutaient comme un insecte curieux, déclaration au tabloïd, filtrée par Raoul pour préserver mon anonymat. Lucien fut condamné à 20 ans pour meurtre et blanchiment, son empire réduit à des factures de cantine. Victor, jugé par contumace en France avant extradition, disparu dans les méandres bureaucratiques russo-français, son sort scellé par des accords secrets que même Raoul ne put percer. Élise, après un procès larmoyant où elle invoqua la coercition fraternelle, écopa de 5 ans pour complicité, son ventre vide comme symbole d'une stérilité karmique. Je vendis l'appartement en notre nid de vipère et achetai un petit studio près de Montmartre, avec vue sur les toits en zinc qui scintillaient comme des écailles de dragon. Le taxi, fidèle compagnon, devint moins un fardeau qu'un exutoire, je roulais pour les âmes perdues, celles que Paris mâche et recrache, offrant des mots au lieu de silence. La trahison guérit, disais-je à une divorcée éplorée. Comme une plaie qui cicatrise en cicatrice. Était-ce vrai? Pour moi, la plaie saignait encore, mais moins fort. Pourtant, le vide persistait, un écho de ma mort qui me réveillait en sursaut, le goût du fleuve sur la langue. Marc, mon double évanescent, ressurgit un soir pluvieux, frappant à la porte de mon studio. Je pars, dit-il, valise à la main. Lyon m'appelle. Mais avant. Ça. Il me tendit une enveloppe jaunie, la lettre de notre père, enfin. Pour Étienne et Lucien, les jumeaux maudits. Mais toi, Antoine, tu es le 3e fils. Le vrai héritier. Les mots dansaient, confession d'un passé colonial, regret d'un amour volé, et une clé littérale pour un coffre à la Banque de France, contenant non pas de l'or, mais des documents prouvant l'innocence de notre lignée, effaçant la tache du vol algérien. Le twist final frappa comme une lame inattendue, en ouvrant le coffre, escorté par un notaire ébahi, je trouvai non seulement les papiers, mais une photo en moi, enfant, tenant la main d'un homme qui n'était pas notre père. Un oncle? Un amant caché? La révélation, notre mère avait eu une liaison, faisant de moi le bâtard de la fratrie. Lucien et Victor, jumeaux de sang pur, moi, l'intrus. La trahison racinaire, ils m'avaient haï non pour l'héritage, mais pour mon existence même, un secret qu'ils avaient découvert adolescents, fioul à leur complot. La rage remonta, mais je la noyai dans la Seine symboliquement, en jetant la photo dans les eaux, observant les vagues l'engloutir. Pas de nouveau meurtre, la vengeance cyclique devait s'arrêter. Au lieu de cela, je donnai les documents à un historien,
réhabilitant publiquement le nom Duval sans le souiller de plus. Paris, enfin, me pardonna. Ou peut-être me toléra-t-il. Je repris le volant un matin de printemps, ramassant une passagère près du Sacré-Cœur, une femme aux yeux verts, portant un bébé emmailloté. À la Sorbonne, dit-elle, voix douce. Nos regards se croisèrent, pas Élise, mais une ressemblance fugace, un écho. Nouveau départ, demandai-je. Elle sourit, toujours. La course se déroula en confidences légères, rêve d'avenir, peur d'échec. En la déposant, elle paya et ajouta, merci, chauffeur. Vous avez l'air d'un homme qui a vu l'enfer et en est revenu. Je hochai la tête, un sourire vrai pour la première fois. Et qui l'a conquis. Alors que le soleil montait, illuminant la tour Eiffel comme un phare, je compris, la Renaissance n'était pas seulement retour, c'était réinvention. Lucien pourrissait, Victor oublié, Élise brisée homme et moi, vivant. La vengeance avait été sanglante, controversée, un opéra wagnérien de trahison et de twist. Mais l'aube sanglante cédait à un midi radieux. Je garai le taxi au bord de la Seine, sortis, et respirai profondément. Paris était à moi. Et pour la première fois, je dormis non dans la voiture, mais dans un lit, rêvant non de mort, mais de routes infinies.